je vais avoir le privilège de terminer pour cette petite heure. Juste pour revenir sur ce que vous ont présenté Evelyne et Frédéric en ce qui concerne le dispositif de Normandie. C'est vrai que moi j'ai jamais été un grand partisan des opérations de défiscalisation dans le neuf, surtout avec les structurations en société que nous mettons en place, puisque ça nécessitait, et ça nécessite encore, de sortir très souvent des revenus de la société d'exploitation pour pouvoir financer le crédit qui a été mis en place pour l'opération d'investissement. Et donc c'était complètement contre-productif parce qu'en fait, en sortant des revenus, on paye des impôts et des cotisations sociales pour financer une opération qui elle-même générait une économie fiscale. Donc au global, ça ne menait pas très très loin. Là, avec ce dispositif de Normandie, on est sur des achats dans l'ancien, avec des taux de rendement qui seront certainement bien plus importants que ceux dans le neuf. Sur Bourges, Blois par exemple, Saumur, on connaît les taux de rendement à 5-6% à peu près, à comparer à des rendements à 3% dans le neuf. Et donc il faut qu'on fasse des chiffrages, mais je suis convaincu que sur des durées de 15 à 20 ans, on pourrait avoir des opérations qui s'autofinancent, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas du tout de faire d'efforts de trésorerie. En structurant ça à travers des sociétés civiles immobilières, on pourrait profiter de la réduction d'impôts, de constituer un capital sans faire aucun effort de trésorerie, et une fois que la réduction d'impôt est terminée, on pourrait apporter la société civile immobilière dans laquelle une société holding pour éviter la fiscalité future. Donc je pense qu'il y a une vraie stratégie à mener par rapport à ça, donc une réflexion à avoir, et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place avec Frédéric, qui du coup, je ne l'ai pas précisé, mais au sein du cabinet, va vraiment avoir cette plus-value qui est les investissements immobiliers, puisque c'est son cœur de métier depuis de nombreuses années. Et sur l'épargne salariale, oui, là c'est vrai qu'avec la disparition du forfait social, on a de nouveau un dispositif qui est extrêmement intéressant, Evelyne l'a évoqué, en termes de gains financiers pour le salarié, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un salaire ou une prime, et c'est très honnêtement un outil de motivation et de fidélisation des salariés. Ça peut aussi être intéressant pour le chef d'entreprise lui-même, le conjoint collaborateur. Donc il y a, pour celles et ceux qui ont la possibilité d'avoir ce genre de dispositif, une vraie réflexion à avoir si ce n'a pas encore été fait. Je vais moi maintenant vous présenter des calculs que j'ai pu faire pour, excusez-moi, il faut juste que je trouve la prise, les investissements immobiliers dans le cadre des sociétés holding que nous mettons en place. Je voulais revenir sur des exemples chiffrés d'investissements immobiliers que nous préconisons au sein du cabinet à travers les sociétés holding. Donc elles vous ont été présentées ce matin par le professeur Prieur, les sociétés civiles holding assujetties à l'impôt sur les sociétés. Depuis de nombreuses années, je suis convaincu de l'intérêt d'avoir en fait une structuration aussi bien pour l'activité professionnelle que pour la détention de son patrimoine à travers des sociétés et sociétés civiles pour la gestion du patrimoine, société d'exercice libéral ou SARL pour l'activité professionnelle. Il y a une modification importante au 1er janvier 2018 qui aujourd'hui soumet les dividendes de sociétés à l'IS au taux de taxation de 30%. C'est la fameuse flat tax mise en place par Macron. Ça change fondamentalement les stratégies puisque cette flat tax s'applique aux dividendes de sociétés à l'impôt sur les sociétés. Par contre, cette flat tax ne s'applique pas aux revenus fonciers. Les revenus fonciers sont les derniers revenus qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'un taux forfaitaire mais qui restent encore assujettis à l'impôt sur le revenu, donc au barème progressif, auxquels s'ajoutent également les prélèvements sociaux qui sont passés de 15,5 à 17,2 au 1er janvier 2018. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui investirait dans des biens immobiliers locatifs anciens pour générer des compléments de revenus va avoir un taux d'impôt progressif qui peut monter jusqu'à 45%, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc on est à plus de 60% de fiscalité sur les revenus fonciers. Donc une des stratégies qui est vraiment intéressante consiste en fait à faire détenir ces biens immobiliers non pas à l'impôt sur le revenu, mais de soumettre ces mêmes revenus à l'impôt sur les sociétés grâce à une société assujettie elle-même à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Alors, donc je le dis assez souvent, je considère que l'IR en fait c'est l'enfer et que l'IS, on est dans les délices de l'IS, et c'est de plus en plus le cas, puisque je le citais à l'instant, l'impôt sur le revenu a augmenté, on a des taux d'imposition qui sont de plus en plus élevés, on a des prélèvements sociaux qui sont de plus en plus élevés, alors qu'à l'inverse, dans le même moment,
on a en fait des taux d'impôt sur les sociétés qui baissent, qui ont déjà baissé et qui baissent régulièrement. L'impôt sur les sociétés, je vais revenir sur la première partie tout de suite après, mais le taux applicable aujourd'hui à l'impôt sur les sociétés, il est de 15% jusqu'à un bénéfice annuel de 38 120 euros. Ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 38 120 euros de revenus tous les ans qui ne sont assujettis qu'à 15%, là où ces mêmes revenus, s'ils sont assujettis à l'impôt sur le revenu, donc peuvent être taxés, comme je le disais, à plus de 60%. Donc la différence est quand même colossale entre les deux. Et là où ça, c'est encore plus vrai, c'est que dans la détermination du bénéfice qui va être imposable, on n'aura pas les mêmes règles de calcul entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Premier exemple, lorsque c'est une société qui est à l'impôt sur les sociétés qui achète un bien immobilier, on va prendre en considération les frais de notaire qui vont être prélevés par le notaire au moment de l'acquisition. Donc les frais de notaire, aujourd'hui, alors frais de notaire c'est un terme qui est impropre, mais les frais d'enregistrement et les frais de notaire, les émoluments, on s'élève aujourd'hui à 8%. 8% de la valeur du bien. Donc quand j'achète un bien à 200 000 euros, je paye 16 000 euros de frais de notaire. Et ces frais de notaire à l'impôt sur le revenu ne sont absolument pas déductibles, alors qu'ils vont pouvoir être déduits du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. Donc on a déjà une première méthode de détermination du bénéfice qui est différente et qui est en faveur de l'impôt sur les sociétés. Autre chose qui va beaucoup jouer, ce sont les règles de l'amortissement que l'on peut pratiquer et qu'il faut pratiquer, c'est obligatoire, à l'impôt sur les sociétés, alors qu'en aucun cas ça va être pris en compte au niveau de l'impôt sur le revenu. Toujours dans mon même exemple, lorsque j'achète un bien immobilier de 200 000 euros à l'impôt sur le revenu, je vais avoir des recettes et des dépenses. Les dépenses vont être les travaux, les charges locatives. Dans les dépenses, je vais pouvoir également prendre en compte les intérêts d'emprunt, mais par contre, on ne pourra jamais prendre en considération l'amortissement du bien sur la durée de détention. A l'inverse, à l'impôt sur les sociétés, on va pouvoir prendre en considération l'amortissement du bien sur sa durée d'usage normal, et donc on va passer une charge comptable et fiscale qui n'est pas du tout une charge réelle en trésorerie, il n'y a aucun décaissement, mais on va passer une charge comptable et fiscale qui va venir minorer le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, qui donc lui-même va être beaucoup moins taxé que l'impôt sur le revenu. Et donc tout mis bout à bout, l'impôt sur les sociétés sur les mêmes revenus va être beaucoup moins important que l'impôt sur le revenu. Et un dernier point qu'on oublie très souvent, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises au cours de ces différentes conférences, c'est ce qu'on oublie, le coût de fabrication des revenus nécessaires à l'effort de trésorerie. On va le voir après avec un exemple chiffré. Lorsqu'on fait une opération immobilière à crédit, très souvent ça va nécessiter de faire un effort de trésorerie. Et cet effort de trésorerie ne provient pas il tombe pas du ciel, il va bien falloir générer des revenus pour pouvoir faire cet effort de trésorerie. Et ce qu'on oublie, c'est que les revenus dont on va avoir besoin pour rembourser le crédit vont eux-mêmes en fait avoir été au passage assujettis à l'impôt sur le revenu, plus aux cotisations sociales. Ça peut aussi être des revenus d'un autre bien immobilier qu'on aurait par ailleurs, qui auraient également du coup été assujettis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc pour avoir 1 000 euros de trésorerie nette tous les mois qui rembourse un crédit, en réalité, ça coûte beaucoup plus cher que 1 000 euros, puisque j'ai un coût de fabrication pour ces mêmes 1 000 euros qui va très souvent du simple au double. Et donc au global, à l'impôt sur le revenu, ça va me coûter beaucoup plus cher que lorsqu'on va structurer son patrimoine à travers des structures sociétaires à l'impôt sur les sociétés. Le professeur Prieur en parlait ce matin, le professeur Régnier va vous en reparler de façon détaillée dans 2 heures. Depuis le 1er janvier, alors, à partir du 1er janvier 2020, va s'appliquer une nouvelle définition du but principalement de l'abus de droit, du mini-abus de droit, sous l'angle du but principalement fiscal. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si le fait d'assujettir des revenus fonciers à l'impôt sur les sociétés, est-ce qu'on est dans le cadre de ce nouveau mini-abus de droit ou non? Pour moi, la réponse, elle est simple, elle est clairement non, puisqu'en fait, la définition de l'abus de droit, c'est de prendre une disposition qui va à l'encontre des intérêts et de l'objectif poursuivi par le législateur lui-même.
Sauf que le législateur, quand il nous donne la possibilité, c'est dans le texte de loi, de choisir l'impôt sur les sociétés, c'est une option qui est offerte par le législateur lui-même. Donc ça ne peut en aucune manière finalement se retrouver comme un abus de droit, puisqu'on ne fait qu'appliquer une disposition qui est offerte par le législateur. On ne va pas détourner les objectifs poursuivis par le législateur, puisque de même que quand on est médecin et qu'on décide de passer en société d'exercice libéral, la loi du 31 décembre 1990, dans ses attendus, nous indique très clairement que cette loi est faite pour permettre aux professionnels de santé d'exercer dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. Donc si c'est le législateur lui-même qui nous dit que c'est une option, qui nous l'autorise, il n'y a aucune raison pour que derrière, on vienne nous rechercher pour un abus de droit fiscal. Donc c'est à prendre évidemment sous réserve et avec beaucoup de précautions, parce que pour l'instant c'est insuffisamment précis, mais il est peu probable que ce genre d'opération soit remise en cause par la suite au titre du mini abus de droit fiscal. Je vais vous donner donc quelques exemples chiffrés assez parlants selon moi. Donc j'ai fait deux hypothèses. Une première hypothèse où on ferait l'achat d'un bien immobilier en direct, et une deuxième hypothèse où on fait l'achat non pas d'un bien immobilier mais de parts de SCPI. La différence entre les deux, c'est que un bien immobilier va être amortissable sur le plan comptable et fiscal, alors que les parts de SCPI ne le sont pas. Et donc on va voir la différence de traitement et l'impact en termes de fiscalité. Donc les hypothèses sont assez simples. J'ai pris l'hypothèse d'achat d'un bien immobilier pour 300 000 euros, avec des revenus locatifs estimés à 12 000 euros par an, des charges de 1 200 euros par an, et on finance à crédit sur 20 ans. Donc les résultats chiffrés de tout cela, ils vont être ici. Hop. Hop, pardon. Hop, voilà. C'est pas celui-ci, excusez-moi. C'est ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais pour faire simple, lorsqu'on est à l'impôt sur le revenu, pour financer cette opération de 300 000 euros sur 20 ans, ça va coûter en fait 213 000 euros, c'est le chiffre qui est ici en bas, 213 262 euros. C'est le cumul de la trésorerie qui est nécessaire pour financer cette opération. Le bien, si on le revend au bout de la durée de détention de 20 ans, on a supposé qu'il prenne un petit peu de valeur, et donc on va avoir un prix net de vente de 359 000 euros. Donc ce qui fait un gain réel qui est de 146 000 euros. C'est la différence entre le prix de vente net d'impôt et le cumul de la trésorerie nécessaire pour financer cette opération. La même opération, si on la fait à l'impôt sur les sociétés, on va voir que déjà l'effort de trésorerie est beaucoup moins important. Pourquoi ? Parce que les impôts que l'on va payer tous les ans sur les mêmes revenus vont être beaucoup plus faibles, et donc l'effort de trésorerie, il est de 128 800 euros, donc il est beaucoup moins élevé que les 213 000 euros que l'on voyait tout à l'heure. Par contre, lorsqu'on est à l'impôt sur les sociétés, si on n'a pas eu le temps de mettre en place de stratégie quelconque, on va avoir un rattrapage fiscal au moment de la revente du bien immobilier. Et donc la société va générer de l'impôt sur la plus-value lorsqu'elle va revendre le bien, et ce qui fait que le prix de cession net dans le cadre de l'impôt sur les sociétés ne sera plus que de 256 000 euros, là où il était à 359 000 euros. Donc l'enrichissement, au global, il tombe de 146 000 euros à 128 000 euros. Si on s'arrête là, on pourrait considérer à tort que l'impôt sur le revenu finalement est plus favorable que l'impôt sur les sociétés, puisqu'on a un enrichissement d'un côté à 146 alors qu'on est à 128 de l'autre. Sauf que on oublie dans ce raisonnement, comme je l'évoquais, le coût de fabrication de la trésorerie qui est là, puisque pour sortir 213 000 euros de trésorerie de ma poche, il faut bien que cette trésorerie provienne de quelque part, et comme je disais, ce sont soit des revenus fonciers que j'ai encaissés par ailleurs, ce sont soit des revenus d'activité professionnelle, ça peut même être un héritage qui finalement m'aurait permis de financer cette opération, et donc à chaque fois au passage, il va y avoir un frottement fiscal supplémentaire pour avoir en net 213 000 euros. Et donc si on prend l'hypothèse où ce sont des revenus fonciers qui ont eux-mêmes été assujettis au taux d'imposition de 50%, finalement, ce n'est pas 213 000 euros que ça coûte, mais en réalité ça va coûter plus du double. Ça va coûter 400 000 euros pour avoir un bien qui à la fin va se revendre 359 000 euros. Donc ce qui pourrait paraître au premier regard comme étant une bonne opération, en réalité ne l'est absolument pas quand on est à l'impôt sur le revenu. Alors que quand je suis à l'impôt sur les sociétés, avec les structures que nous mettons en place, avec les sociétés holding, pour avoir 128 000 euros de trésorerie au niveau de la société holding pour financer cette opération, ça ne va coûter que 150 000 euros. Pourquoi ? Parce que je n'aurai que de l'impôt sur les sociétés à payer au préalable sur d'autres sources de revenus. Et donc l'enrichissement va être beaucoup plus fort grâce à l'impôt sur les sociétés qu'à l'impôt sur le revenu.
n'hésitez pas à m'interrompre parce que je vous vois tous un peu hagards. Si vous avez des questions par rapport à ça, si je trouve, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais je vous demande de me faire confiance. Du coup, au niveau des chiffres, les résultats, très clairement, sont vraiment en faveur de l'impôt sur les sociétés par rapport à l'impôt sur le revenu. Là, on était dans l'hypothèse où j'étais assujetti à l'impôt sur le revenu à 30%, ce qui n'est pas la tranche la plus élevée. Et en réalité, je pourrais aussi avoir une imposition sur le revenu qui soit à 41%. Je n'ai même pas pris l'hypothèse la pire à 45%. Et dans ce cas-là, les chiffres vont être encore plus en faveur de l'impôt sur les sociétés, puisque avec un impôt sur le revenu à 41%, mon flux de trésorerie nécessaire, il est de 232 000 euros, donc j'ai encore plus d'efforts de trésorerie à réaliser, ce qui est normal. Donc j'ai un gain qui est de 127 000 euros, 126 999, là où je suis à 128 pour l'impôt sur les sociétés. Et donc si je viens ajouter mon effort de trésorerie nécessaire pour avoir les 232 000 euros qui sont là, ce n'est pas 232 000 euros que ça va coûter, mais peut-être 460 pour avoir un gain de 359 000 euros à la fin. Donc je vous laisse juger si c'est intéressant de le faire dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Moi je ne le ferai pas. Par contre à l'impôt sur les sociétés, je suis prêt à aller prendre 128 000 euros de gain sans aucun problème. Ça va pour ça? J'ai fait donc une autre simulation dans le cadre d'un achat, non pas cette fois-ci de... Oui, pardon. Est-ce que, je dirais, le constat est aussi criant avec des investissements faits justement sur du Pinel ou sur des choses comme ça? Alors, sur du Pinel, non. Le constat sera pas du tout le même, parce qu'en fait, dans le cadre de la loi Pinel, je ne peux pas assujettir mon bien à l'impôt sur les sociétés, je suis nécessairement à l'impôt sur le revenu. Donc c'est là où je vais être coincé, j'aurai l'obligation de prendre des revenus pour financer mon opération, et donc je vais me retrouver dans l'hypothèse, la colonne de gauche, avec l'assujettissement à l'impôt sur le revenu. Contrairement au dispositif de Normandie, qui peut-être demain nous permettra d'avoir des opérations plus intéressantes, parce que je pourrais, en fait, il faut rester à l'impôt sur le revenu pendant la phase d'engagement de conservation de 6, 9 ou 12 ans, mais une fois que cet engagement de conservation est terminé, une fois que j'ai encaissé ma réduction d'impôt de 25%, rien ne m'interdirait par la suite d'apporter ces mêmes parts de société civile immobilière à une structure holding pour me remettre dans la colonne de droite. Donc avec le dispositif de Normandie, encore une fois, il faut qu'on fasse les calculs, il faut qu'on réfléchisse à cela, mais on pourrait bénéficier de l'avantage de la réduction au début et de la non-imposition sur la fin de la phase de détention. Oui, excuse-moi. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte aussi, peut-être que vous l'avez fait dans la simulation, de la durée de détention? Parce que je suppose que quand on est à l'IS, plus la durée de détention est longue, plus au final la plus-value va être élevée. Et donc, est-ce qu'il faut prendre en compte aussi l'horizon de temps? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Alors là, j'étais sur 20 ans ou 22 ans, mais au-delà de 30 ans de détention à l'impôt sur le revenu, je serais exonéré. Là, j'étais quasiment exonéré en termes d'impôt sur la plus-value à l'impôt sur le revenu. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, on va amortir tous les ans. Donc vous avez raison, plus le temps va passer, plus j'aurai de l'amortissement qui viendrait en déduction, et donc plus j'aurai un rattrapage au niveau de la plus-value à la fin. Néanmoins, ce sera, quand on peut pousser les chiffres sur 30 ans, on sera toujours en faveur de l'IS par rapport à l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de sortie. Et puis, on n'a pas... les biens ne sont pas forcément tous revendus, il y a des biens qui peuvent être transmis ensuite de génération en génération. Donc là, j'ai pris l'hypothèse la pire, entre guillemets, selon laquelle on revendait le bien au terme des 22 ans et avec distribution du produit de la vente. J'ai même été jusqu'à prendre l'hypothèse où on redistribuait ensuite le produit de la vente du bien par la société à l'IS. Donc je suis dans l'hypothèse la pire au niveau du schéma IS. Donc maintenant pour les parts de SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, vous le savez, c'est un vecteur qu'on utilise beaucoup au sein du cabinet pour rémunérer la trésorerie et pour constituer des caisses de retraite tout simplement pour nos clients. La différence avec les parts de SCPI, c'est ce que j'évoquais, elles ne sont pas amortissables. Donc il n'y aura pas du coup de gain sur le plan de l'impôt sur les sociétés lié à l'amortissement, mais en contrepartie, pour rejoindre ce que disait monsieur à l'instant, il n'y aura pas non plus de reprise de cet amortissement en termes d'impôt sur la plus-value le jour où on va revendre les parts de SCPI. Donc j'ai repris les mêmes calculs, en fait 300 000 euros d'investissement en parts de SCPI. On a des frais de souscription qui sont sur les SCPI importants. On est entre 10 et 12% de frais de souscription sur les parts de SCPI. Ils servent à rémunérer la société de gestion et la personne qui vous vend les parts de SCPI.
J'ai pris une hypothèse de rendement annuel à 5%. Et là, dans cette hypothèse-là, par contre, on ne finance pas à crédit, mais on vient autofinancer cette opération en cash. J'ai du cash disponible et je souhaite l'investir en part de SCPI. Comment est-ce que je vais devoir le faire? Est-ce que je le fais à mon nom en direct ou est-ce que je passe par une structure à l'IS pour faire cette opération? Et donc, les résultats, c'est pas ici, excusez-moi. Voilà. Donc la partie de gauche, c'est mes parts de SCPI de 300 000 €. Compte tenu des frais de souscription que j'ai au départ de 12%, ma valeur nette de revente de parts de SCPI en fait baisse à 264 000 €. Donc à l'impôt sur le revenu, pendant 22 ans, je vais avoir un total encaissé net d'impôt sur le revenu de prélèvements sociaux qui sera de 193 815. Si je fais cette même opération de détention de parts de SCPI dans le cas d'une société à l'IS, donc là il y a deux hypothèses, soit je suis assujetti à 15% puisque j'ai 38 120 € que je peux soumettre à 15% au niveau de l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, j'ai un gain net qui s'élève à 312 000 €, donc j'ai une différence de 118 000 €. Et si, au lieu d'être assujetti à l'IS à 15%, je suis à 28%, bon, évidemment mon gain baisse puisqu'il passe à 264 000 €, mais j'ai encore 70 000 € en faveur de l'impôt sur les sociétés par rapport à l'impôt sur le revenu. Et dans cette hypothèse-là, comme il n'y a pas d'amortissement, je l'évoquais, du coup il n'y a pas de rattrapage au niveau de l'impôt sur la plus-value. Lorsque je vais revendre mes parts de SCPI au niveau de l'impôt sur les sociétés, si je veux les revendre, je n'aurai pas d'impôt sur la plus-value lié à l'amortissement, j'aurai un impôt sur la plus-value qui sera calculé sur la différence entre les 325 qui sont là et les 300 000 € investis à l'origine, donc j'ai 25 000 € de plus-value, taxé à 30%, ça va me coûter 8 000 € d'impôt, ce n'est pas grand-chose en fait en termes d'imposition, contrairement à ce que l'on peut avoir sur un bien immobilier amortissable. Donc c'est vrai que sur les parts de SCPI, la structuration à l'IS est encore plus favorable que pour les biens immobiliers financés en direct. On pourrait aussi faire le comparatif avec un taux d'impôt sur le revenu à 41% et non pas à 30% comme je l'ai fait là, mais ce serait encore plus en faveur évidemment de l'impôt sur les sociétés parce que l'impôt sur le revenu va être encore plus élevé et donc mes revenus nets de fiscalité à l'impôt sur le revenu seront encore plus faibles. Et cerise sur le gâteau, si cette opération en cash, je la fais en apportant des sommes non pas en capital sur ma société mais en faisant un apport en compte courant d'associé sur ma société, tous les revenus que je vais encaisser dans le cadre de l'impôt sur les sociétés seront exonérés en totalité d'impôt, parce que je vais rembourser mon compte courant d'associé au fur et à mesure, et en remboursant mon compte courant d'associé au fur et à mesure, je vais avoir un double effet, c'est que je ne vais pas payer d'impôt sur ce que je vais encaisser. Si entre-temps j'ai eu la bonne idée de faire des donations de parts avec réserve d'usufruit à mes enfants, la valeur de mes parts va augmenter, donc je vais transmettre en plus du patrimoine à terme à mes enfants qui n'aura pas été assujetti ni au droit de donation ni au droit de succession parce que je vais augmenter la valeur de mes parts après avoir fait la donation. Donc on a en fait, ça je l'avais déjà présenté l'année précédente, mais toute une série de stratégies qui sont tout à fait valables, tout à fait légales. Le professeur Prieur en parlait ce matin encore, la mise en réserve de bénéfices. Ce n'est pas une décision des parents, donc ce n'est pas une donation indirecte, c'est une décision de l'Assemblée Générale de la société, et donc ce sont des sommes qui ne m'appartiennent pas en tant que parent, donc ce n'est pas une donation que je vais faire indirectement à mes enfants, donc je vais pouvoir continuer ce genre de stratégie pour optimiser et la transmission, et la détention, et les revenus que je vais encaisser. Voilà. Donc, pour terminer par rapport à ça, puisqu'il va être l'heure, c'est ce que j'évoquais à l'instant au niveau de la transmission du patrimoine, au-delà des avantages fiscaux de la société civile, et c'est ce qui va aussi justifier vis-à-vis de l'abus de droit la mise en place de ce genre de solution. On aura également des avantages qui sont très importants en matière de transmission du patrimoine, puisqu'on va pouvoir dissocier l'avoir et le pouvoir. Je vais pouvoir transmettre des sommes à mes enfants, anticiper la transmission sans pour autant perdre les pouvoirs de gestion. Je vais pouvoir profiter des abattements sur les donations pour du coup réduire les donations au fur et à mesure, la succession au fur et à mesure. Donc les structures sociétaires telles qu'on les a mises en place et telles qu'on continue à les conseiller ont encore un bel avenir devant elles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires avant qu'on ne passe? Oui.
Vous avez comparé tout à l'heure les revenus à l'IR et les revenus à l'IS. Mais les revenus de l'IS, ils sont dans la société. Oui. Donc les revenus à l'IR, ils sont disponibles en cash. Oui. Les revenus dans la société, il faut les sortir. Oui. Donc il y a encore un coût fiscal. Alors, il y aurait un coût fiscal à 30%, sauf si j'ai fait un apport en compte courant d'associé au départ. Oui. Donc si j'ai fait un apport en compte courant d'associé, je peux récupérer mon compte courant d'associé en exonération totale de fiscalité. Donc c'est vrai que si à l'inverse, par contre, je n'ai pas d'apport en compte courant d'associé, mais que je dois récupérer sous forme de dividende, j'aurai une taxation à 30%. C'est une taxation à 30%, c'est une taxation maximum, puisque, comme l'évoquait là encore ce matin le professeur Prieur, on peut, grâce à des techniques de donation avec réserve d'usufruit au préalable et des conventions de quasi-usufruit, permettre de sortir du cash avec moins que 30% d'imposition. Tout simplement, la donation préalable, la donation en fait préalable des parts de la société holding va faire que ça va gommer l'impôt sur la plus-value que j'aurai sur mes parts. Et donc si après je ressors du cash de la société, j'aurai beaucoup moins d'imposition que 30% à payer au global. Ouais. Voilà. Et la créance de restitution dont vont bénéficier les enfants va venir compenser, grâce à une économie de droits de succession, ce que moi j'aurais payé en termes d'impôts sur les dividendes. Donc au global, finalement, on sort avec quasiment zéro impôt de la société à l'IS. C'est au niveau de la transmission que c'est le plus important. Oui, ouais. Le plus rentable. Oui, tout à fait. Pas d'autres questions? Non, c'est bon? Parfait, merci pour votre écoute.